Elle croyait juste servir un café à un père silencieux et à sa fille en fauteuil roulant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle aidait ce jour-là était l'un des hommes les plus puissants du pays, et qu'il attestait sans qu'elle le sache. Lorsqu'elle s'est penchée pour nourrir la petite fille avec tendresse, elle a déclenché une chaîne d'événements qui allait bouleverser 3 vies. Mais quand il s'est levé de sa chaise, pourquoi avait-il les larmes aux yeux? Et surtout, que cache-t-il vraiment derrière sa fortune? Dans un petit village en bordure d'autoroute, loin des gratte-ciel et des flashs de la ville, se trouvait un petit restaurant familial, sans prétention mais chaleureux. Ce matin-là, les clients habituels remplissaient les tables, discutant de la météo, des prix de l'essence ou des dernières rumeurs locales. Personne n'avait remarqué l'homme au costume sobre, assis dans un coin discret, les yeux rivés sur son téléphone. À côté de lui, une petite fille d'environ 8 ans, en fauteuil roulant, regardait les autres avec de grands yeux curieux. Elle ne parlait pas. Elle ne bougeait pas beaucoup non plus. Sa tête penchait légèrement de côté, et ses bras tremblaient légèrement lorsqu'elle tentait de saisir un objet. Elle semblait invisible aux yeux de tous. Tous sauf une personne. Julie, la serveuse du restaurant, avait remarqué dès leur entrée que la petite avait des besoins particuliers. Elle avait aussi vu que son père, concentré sur ses appels et emails, n'avait même pas levé les yeux vers sa fille une seule fois. Elle ne le jugeait pas, mais elle avait l'habitude de voir ce genre de scène, des parents dépassés, absents ou simplement perdus. Ce n'était pas son rôle de s'en mêler, mais elle ressentait quelque chose. Une intuition. Un besoin de faire quelque chose, même un petit geste. Quand elle apporta leur commande, un plat simple pour le père, un menu enfant adapté pour la fille, elle s'accroupit doucement et demanda à la petite : « Tu veux que je t'aide, ma puce ? » La fille ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent légèrement. Julie, avec douceur, prit une cuillère et la guida lentement vers la bouche de l'enfant. Le père releva enfin les yeux de son téléphone, surpris. Il ne dit rien. Eleanor observa. C'était la première fois, depuis des mois, qu'il voyait sa fille sourire. Ce que Julie ne savait pas, c'est que cet homme, Victor Delorme, était à la tête d'un empire financier international. Il était propriétaire d'hôtels de luxe, d'actions dans la moitié des entreprises du pays, et avait même été nommé parmi les 50 personnes les plus influentes du monde. Mais aujourd'hui, il était juste un père épuisé, rongé par la culpabilité, assis dans un petit restaurant avec sa fille qui ne pouvait plus parler, ni marcher, depuis l'accident. Il avait fui la ville pendant quelques jours, à la recherche de silence, de répit, sans savoir qu'il trouverait ici bien plus que cela. Pendant l'heure qui suivit, Julie continua à passer à leur table. Elle essuyait le visage de la petite, lui racontait de petites blagues, et posait une main rassurante sur son bras. Victor l'observait du coin de l'œil, comme un homme redécouvrant une couleur qu'il avait oubliée. Il n'avait pas vu autant de douceur depuis des années. Ce geste, aussi simple soit-il, résonnait en lui comme un coup de tonnerre dans un désert. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit coupable d'avoir oublié comment être un père. Avant d'être cet homme en costume sombre assis dans un coin de restaurant, Victor Delorme était un mari amoureux et un père émerveillé. Autrefois, il vivait dans une maison pleine de rires, de jeux et de musique. Sa femme, Émilie, était le cœur battant de leur foyer. Elle était douce, drôle, et elle comprenait leur fille bien mieux que lui. Leur petite Léa, née avec une condition neurologique rare, avait besoin de soins constants, mais elle avait aussi besoin d'amour, de patience et de moments de tendresse. Émilie donnait tout cela sans compter, tandis que Victor, pris dans ses affaires, tentait de concilier succès et famille. Il s'était toujours dit qu'il ferait mieux, plus tard, quand les affaires seraient stabilisées, quand il aurait un peu plus de temps. Mais ce temps ne vint jamais. Tout bascula une nuit d'hiver, sur une route glissante à la sortie de la ville. Émilie ramenait Léa d'un rendez-vous médical pendant que Victor terminait une réunion de dernière minute avec des investisseurs étrangers. Il avait promis d'être là, mais comme souvent, il avait été retenu. Ce soir-là, un camion en perte de contrôle avait heurté leur voiture de plein fouet. Émilie fut tuée sur le coup. Léa survécut, mais subit un traumatisme cérébral grave. Elle perdit l'usage de la parole, la mobilité de ses jambes, et certaines fonctions cognitives. Ce fut le point de rupture. Le monde de Victor, fait de chiffres, de contrats et de pouvoir, s'effondra en silence. Il n'assista même pas à l'enterrement public, préférant organiser une cérémonie privée, loin des médias. Les journaux dirent qu'il était insensible. En réalité, il ne savait juste pas comment faire face à ce vide. À partir de ce moment-là, Victor changea. Il devint plus riche, plus puissant, mais aussi plus froid.
Il construisit une forteresse autour de lui, faite de bureaux, de chauffeurs, de gardes du corps et de silence. Il plaça Léa dans les meilleures cliniques, fit venir des spécialistes du monde entier, acheta des équipements dernier cri. Mais il ne la regardait plus vraiment. Il ne savait pas quoi lui dire. Chaque regard vers elle lui rappelait celle qu'il avait perdue, et ce qu'il n'avait pas su faire à temps. Il pensait faire ce qu'il fallait, donner tout ce qu'il pouvait matériellement. Mais au fond, il évitait simplement la douleur. Il devenait un expert dans l'art de fuir, un homme qui s'enterre dans les chiffres pour oublier les battements du cœur. Le voyage vers ce petit village était censé être une pause technique, une fuite temporaire. Il avait besoin de calme, loin des flashs, loin des responsabilités, loin de lui-même. Il n'attendait rien de spécial, juste un peu de répit. Mais cette serveuse, Julie, avait fissuré quelque chose. Son geste spontané, sa tendresse sans condition, lui avait rappelé ce que sa femme faisait autrefois. Il n'y avait pas de pitié dans ses gestes, ni de gêne. Juste de la douceur, simple et directe. Elle ne savait rien d'eux, et pourtant, elle avait su. Victor était resté silencieux à table, mais en lui, une tempête grondait. Le regard de sa fille lorsqu'elle avait souri pour la première fois depuis des mois lui revenait sans cesse en mémoire. C'était ce même regard qu'elle avait autrefois, avant que tout ne bascule. Et il s'était demandé, comment une inconnue avait-elle pu ranimer cela, alors que lui, son propre père, n'y était pas parvenu? Il se souvenait d'un moment précis, quelques jours après l'accident. Léa était allongée dans un lit d'hôpital, des tuyaux et des machines partout. Il avait pris sa petite main dans la sienne et elle l'avait regardée avec des yeux vides. Il lui avait parlé, essayé de chanter la berceuse qu'Émilie lui chantait chaque soir. Mais il s'était mis à pleurer, incapable d'aller au bout. Depuis ce jour-là, il s'était tu. Il avait laissé les autres parler à sa place, les infirmières, les thérapeutes, les éducateurs spécialisés. Il payait pour qu'elle ait tout, sauf lui. Mais aujourd'hui, dans ce restaurant sans luxe, il venait d'assister à quelque chose de précieux. Pas à un miracle, non, mais à un rappel. Un rappel que parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus d'impact. Il commençait à entrevoir ce qu'il avait perdu. Pas seulement sa femme, mais aussi lui-même. Il s'était transformé en ombre, en automate. Et pour la première fois, il se demandait s'il n'était pas trop tard pour redevenir humain. Il y avait peut-être encore une petite lumière au fond de ce tunnel de silence et de regret. Et elle venait d'une femme en tablier, tenant une cuillère dans une main, et un sourire sincère dans l'autre. Victor resta silencieux dans son coin, son regard oscillant entre son téléphone et la scène discrète qui se déroulait devant lui. Julie, la serveuse, continuait à nourrir Léa avec une attention qui ne semblait ni forcée ni calculée. Elle faisait des bruits de bouche rigolos pour la faire rire, lui racontait des petites anecdotes sur le restaurant, et tapotait affectueusement sa main chaque fois qu'elle avalait une bouchée. Ce n'était pas juste de la politesse. C'était autre chose. Une sorte de sincérité naturelle qui contrastait brutalement avec l'hypocrisie dont Victor était entouré au quotidien. Dans ses bureaux, les sourires étaient intéressés, les gestes calculés, les paroles fausses. Ici, dans ce restaurant modeste, il observait une femme qui faisait preuve d'un respect profond envers une enfant qu'elle ne connaissait même pas. Victor sentit un pincement dans la poitrine, un frisson étrange, comme si quelque chose en lui s'était réveillé. Il essaya de se replonger dans ses emails, dans les colonnes de chiffres, dans les tableaux de performance. Mais rien n'y faisait. L'image de Julie en train d'essuyer doucement le menton de Léa, puis de lui souffler sur une cuillère pour la refroidir, occupait tout l'espace dans sa tête. Ce geste si banal, si simple, l'obsédait. Il n'arrivait pas à s'en détacher. C'était comme si quelqu'un venait de lui tendre un miroir et qu'il ne reconnaissait pas son propre reflet. Il se rappela alors une discussion qu'il avait eue avec Émilie, des années plus tôt. Elle lui avait dit, « L'amour, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. » À l'époque, il avait hoché la tête distraitement, pressé de répondre à un appel urgent. Mais aujourd'hui, ces mots résonnaient comme un écho puissant dans son esprit. Julie ne savait pas qui il était. Elle n'était pas filmée, personne ne la félicitait. Et pourtant, elle faisait preuve d'un amour pur, désintéressé, humain. Il en était bouleversé. Un moment particulier changea tout. Alors que Julie s'abaissait une fois de plus pour parler doucement à Léa, la petite fille, d'un geste lent mais clair, posa sa main sur la joue de la serveuse. Ce n'était pas grand-chose. Juste une caresse maladroite, un contact fragile. Mais cela suffit à faire briller les yeux de Julie. Et ce simple geste, ce toucher innocent,
fit monter les larmes aux yeux de Victor. Il détourna le regard, les mâchoires serrées, luttant pour ne pas laisser couler une larme. Il n'était pas prêt à pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Julie, de son côté, ne semblait pas remarquer le bouleversement du père. Elle continuait à parler doucement à Léa, lui demandant si elle voulait un dessert, une glace à la fraise peut-être. La petite ne répondit pas, mais son regard s'éclaira, et Julie sourit de plus belle. Elle caressa doucement les cheveux de la fillette et se leva pour aller chercher la glace. Victor la suivit des yeux alors qu'elle traversait la salle, saluant un couple de personnes âgées à une autre table, faisant une blague à un adolescent. Elle avait cette énergie simple, cette chaleur humaine qui n'existe plus dans les sphères qu'il fréquente. Elle ne cherchait pas à briller. Elle brillait parce qu'elle était vraie. Il reposa son téléphone, enfin. Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines. Il s'approcha lentement de sa fille, posa un genou au sol et tenta de lui parler. Sa voix était hésitante, cassée. Il lui demanda si la glace lui faisait plaisir, s'il pouvait lui donner la cuillère cette fois. Léa le regarda, surprise, puis détourna les yeux vers Julie, comme si elle ne savait pas comment réagir. Et Victor comprit. Il comprit que l'amour ne se commande pas. Illinois se mérite. Il se construit dans les détails, les silences, les gestes. Pas dans les comptes en banque ou les grandes promesses. Quand Julie revint avec la coupe de glace, elle fut surprise de voir Victor aussi près de sa fille, à essayer maladroitement de lui parler. Elle s'arrêta un instant, le regarda, puis posa la coupe sans rien dire. Elle vit les mains de Victor trembler légèrement alors qu'il prenait une cuillère. Il n'était pas habitué à ça. Il était comme un géant perdu dans un monde fragile. Julie s'approcha doucement, posa une main rassurante sur son épaule, et dit simplement, « Vous faites très bien. Elle vous regarde. Elle vous entend. » Ces mots simples frappèrent Victor comme une claque douce. Il baissa les yeux, puis leva doucement la cuillère. Léa ouvrit la bouche, hésitante, puis accepta la bouchée. Dans cette salle banale, avec son sol un peu usé, ses nappes délavées et l'odeur de frites dans l'air, quelque chose venait de se passer. Un moment suspendu. One Renaissance. Julie s'éloigna en silence, laissant père et fille redécouvrir ce lien oublié. Elle n'avait rien dit de grandiose, rien fait d'héroïque. Et pourtant, son geste avait changé une vie. Peut-être deux. Le calme qui régnait dans le restaurant se brisa d'un coup, comme une vitre qu'on aurait jetée contre le sol. Une voix, forte et teintée d'étonnement, s'éleva près du comptoir. Une femme, élégamment vêtue, tenait son téléphone à la main, l'écran pointé vers Victor. Elle murmura d'abord, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Ce n'est pas possible. » C'est Victor Delorme. Le Victor Delorme. Une seconde plus tard, comme un feu qui se propage, le nom circula de table en table. Les conversations s'arrêtèrent net, les fourchettes furent suspendues en plein vol, et les regards convergèrent tous vers l'homme en coin de salle. Victor resta immobile. Il avait vécu ce genre de moment des dizaines de fois, mais jamais dans un lieu aussi intime, aussi fragile. Et cette fois-ci, cela ne lui plaisait pas. La femme s'approcha, sourire figé et téléphone toujours levé. « Monsieur Delorme, je suis une grande admiratrice de votre travail. Je n'arrive pas à croire que vous soyez ici, dans ce petit endroit. Vous savez qu'on parle de vous partout, même à la télé hier soir encore ?» Elle se retourna vers les autres clients comme si elle présentait un trophée. « C'est lui. Le milliardaire. » murmura-t-elle à l'attention de tout le monde. L'ambiance changea. Des visages curieux se tendirent, des chaises crissèrent, certains sortirent leur téléphone. Julie, alertée par le bruit, arriva rapidement à la table. Elle vit les regards braqués sur Victor, le visage troublé de Léa, et comprit que quelque chose venait de basculer. La gérante du restaurant, une femme à la voix rauque et aux gestes brusques, s'approcha à son tour. Elle regarda Victor de haut en bas, puis fixa Julie avec suspicion. « Tu savais qui c'était ?» demanda-t-elle sèchement. Julie, surprise, répondit que non. Elle ne s'était pas intéressée à l'identité du client, seulement à la petite fille. La gérante, frustrée, se mit à faire des remarques sur l'image du restaurant, sur les risques de sécurité, et même sur la possibilité d'avoir des journalistes débarquant. Le ton monta rapidement, et Julie, toujours calme mais ferme, déclara qu'elle ne voyait pas en quoi cela changeait quoi que ce soit à la manière de servir un client. Il reste un père avec sa fille. Et une fille qui a besoin d'un peu de douceur. Victor se leva lentement, dominant la pièce par sa simple stature. Les conversations s'étaient tues à nouveau.
Il observa la scène comme s'il voyait son reflet dans un miroir brisé. Les regards, les attentes, l'obsession pour son nom, tout cela lui paraissait soudain dérisoire. Il se tourna vers Julie et dit doucement, mais d'une voix suffisamment forte pour être entendue. « Merci de ne pas m'avoir traité comme un nom. Merci d'avoir vu ma fille avant de voir ma fortune. » La gérante tenta d'intervenir, mais Victor leva la main et ajouta. « Ce que vous avez vu comme un problème de sécurité, moi je l'ai vu comme le premier moment de paix que j'ai eu depuis des années. » Le silence fut lourd. Julie rougit légèrement, puis baissa les yeux. Elle n'était pas habituée à être au centre de l'attention. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire, pensait-elle, juste agi avec gentillesse. Mais ce que les autres prenaient pour un acte banal, Victor le voyait désormais comme quelque chose de précieux, rare, et peut-être même salvateur. Soudain, un client, assis au fond, se leva à son tour. « J'ai vu votre interview il y a 3 semaines. Vous parliez de restructurer une fondation pour enfants malades. C'était sincère ou juste pour l'image ?» Le ton était un peu sec, presque accusateur. Victor le fixa, puis répondit calmement. « C'était sincère. Mais je me rends compte aujourd'hui que je ne comprenais pas ce que je faisais. J'étais un mécène aveugle. Je signais des chèques pour compenser une absence que je refusais d'admettre. Mais cette femme, dit-il en désignant Julie, m'a rappelé ce que c'est que d'être là. Vraiment là. » Un murmure parcourut la salle. Certains baissèrent la tête, d'autres chèrent silencieusement. Un homme fortuné venait de s'ouvrir, non pas sur une scène ou dans une interview bien préparée, mais ici, dans un petit restaurant, devant des gens simples. Il venait d'admettre sa douleur, son absence, son regret. Et surtout, il venait de faire l'éloge d'une serveuse que beaucoup avaient ignorée jusqu'à ce jour. La gérante, visiblement mal à l'aise, tenta de détourner l'attention, proposa des cafés offerts, parla de dessert, mais l'ambiance était trop dense, trop chargée. Julie, elle, regardait Victor avec un mélange d'émotion et de prudence. Elle voyait qu'il n'était pas là pour jouer un rôle. Quelque chose avait changé. Et Léa, silencieuse, observait son père avec un regard nouveau. Elle n'avait peut-être pas les mots, mais elle ressentait que quelque chose était en train de se réparer. Une brèche se refermait doucement, sous les yeux d'inconnus témoins d'un moment rare de vérité. Après le silence tendu provoqué par sa déclaration, Victor reprit sa place à côté de Léa, posant doucement une main sur le bras de sa fille, qui le regardait avec une expression nouvelle, presque interrogative. Mais dans les yeux de Victor, on lisait un mélange étrange de calme et de feu. Il n'était plus l'homme discret du début, ni le magnate froid qu'on décrivait dans les journaux. Il était à nu, exposé, prêt à parler sans masque. Alors que tous le pensaient prêt à s'en aller, il se leva une fois encore, mais cette fois sans hésitation. Il se plaça face à la salle entière, comme s'il s'adressait à un jury invisible, et prit la parole. Il raconta l'histoire de Léa. Il expliqua l'accident, la douleur, le coma, le verdict des médecins, les années de soins, de doute et de culpabilité. Il ne parlait pas d'argent, ni de ce qu'il avait acheté ou offert. Il parlait de nuits blanches passées à regarder sa fille dormir sans bouger, d'espoir qui s'effrite chaque fois qu'elle ne répondait pas, de ses anniversaires silencieux, sans bougie soufflée, sans éclat de rire. Il parla de sa femme, Émilie, de l'amour qu'elle portait à leur fille, de la promesse qu'il lui avait faite à l'hôpital, quand elle rendait son dernier souffle, de ne jamais abandonner Léa. Et de comment, malgré tout, il avait failli à cette promesse, non pas par fuite, mais par ignorance de ce qu'elle signifiait vraiment. Il y eut un frisson dans la pièce. Les clients, jusque-là figés, baissèrent les yeux ou fixèrent Victor avec un respect silencieux. Aucun téléphone ne filmait. Personne ne parlait. Même les bruits de cuisine s'étaient tus. Ce n'était plus un discours. C'était une confession, une blessure ouverte qu'il montrait à des inconnus comme pour mieux la comprendre lui-même. Puis il se tourna vers Julie. Il la regarda droit dans les yeux et dit simplement « Vous avez fait plus en 10 minutes pour ma fille que tout ce que j'ai essayé de faire ces 3 dernières années. Vous n'avez pas juste nourri un enfant. Vous lui avez parlé comme à une personne. Vous l'avez reconnu. » Julie, les mains croisées devant son tablier, ne répondit pas. Ses yeux brillaient, mais elle restait digne, droite, et profondément touchée. Victor continua, sa voix plus douce maintenant. Il avoua que depuis l'accident, il avait tout basé sur le soin médical, les machines, les progrès visibles. Mais il avait oublié l'essentiel, la chaleur, la voix humaine, le contact. Il avoua qu'il avait employé les plus grands spécialistes, mais qu'aucun n'avait su provoquer chez Léa la petite réaction qu'elle avait eue aujourd'hui. Il parla de ce petit sourire qu'il avait vu plus tôt,
et qui ne quittait plus son esprit. Ce sourire, fragile, sincère, venait de quelque chose de simple, l'attention d'une personne qui ne cherchait rien en retour. C'est à ce moment-là qu'il partagea quelque chose que même ses associés, ses employés, ni même ses proches ne savaient. Depuis quelques semaines, il préparait discrètement la création d'un centre d'accueil spécialisé pour enfants en situation de handicap. Pas un établissement médical de plus, mais un lieu où la tendresse aurait autant d'importance que la technologie. Un lieu pensé non par un homme d'affaires, mais par un père. Mais il avait douté. Il avait hésité à tout arrêter. Il se sentait illégitime, coupable, vide. Jusqu'à aujourd'hui. Victor expliqua que cette matinée, cette serveuse, ce moment imprévu, lui avait redonné foi dans ce projet. Et pas seulement foi. Une direction. Il dit qu'il voulait changer sa façon de faire, que ce centre ne serait pas une entreprise de plus, mais un lieu où des personnes comme Julie auraient leur place. Vous ne travaillez pas dans le soin, vous ne portez pas de blouse blanche, mais vous soignez les âmes. Et ça, c'est rare. L'émotion dans la salle était palpable. Un couple âgé se serra la main. Une jeune fille essuya discrètement ses larmes. Même la gérante, qui jusque-là semblait nerveuse, regardait Julie avec un air différent. Ce n'était plus juste une employée. Elle devenait, aux yeux de tous, une figure de bonté simple, authentique. Et Victor, lui, n'était plus ce milliardaire inatteignable. Il était devenu un homme qui accepte ses failles, qui reconnaît ses erreurs et qui décide d'agir. Léa, immobile dans son fauteuil, tourna doucement la tête vers Julie. Et cette fois, ce fut elle qui tendit la main. Une main tremblante, mais dirigée avec volonté. Julie s'accroupit immédiatement, prit cette petite main dans la sienne, et y déposa un baiser silencieux. Ce geste, minuscule mais immense, figea le temps. Et à cet instant précis, personne dans la pièce ne doutait que quelque chose d'invisible mais réel venait de naître. Une vérité humaine. Une connexion entre trois âmes blessées qui, ensemble, commençaient à guérir. Le lendemain matin, Julie arriva au restaurant comme à son habitude, tablier noué, sourire discret, et carnet de commandes en poche. La journée s'annonçait calme, sans événement particulier. L'émotion intense de la veille semblait déjà appartenir au passé. Victor et sa fille étaient partis sans dire un mot de plus, et elle ne s'attendait à rien. Elle avait agi par instinct, comme elle le faisait avec tout le monde. Servir, écouter, aider un peu quand elle le pouvait. Rien de plus. Elle pensait même que le milliardaire était retourné dans sa tour d'ivoire, là où elle ne remettrait jamais les pieds. Mais alors qu'elle se préparait à allumer la cafetière, la porte s'ouvrit, et deux hommes en costume noir pénétrèrent dans le restaurant. Ils demandaient Julie par son prénom. Elle sentit son cœur s'accélérer. Les deux hommes, très polis mais fermes, lui expliquèrent qu'elle était attendue en ville, dans un immeuble bien connu, une tour en verre qui abritait le siège du groupe Delorme. On lui dit que c'était une invitation, pas une obligation, mais que Monsieur Delorme insistait pour la rencontrer à nouveau. Julie, d'abord méfiante, crut à une blague. Elle regarda sa patronne, qui haussa les épaules, et ses collègues, qui semblaient aussi surpris qu'elle. Elle hésita, puis prit son sac et accepta. Le trajet jusqu'au cœur de la ville sembla durer une éternité. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un bâtiment aussi imposant. En entrant dans le hall, elle fut guidée vers un ascenseur privé, escortée jusqu'à l'étage supérieur, et conduite dans un bureau si grand qu'il pouvait contenir son petit appartement entier. Victor l'attendait, debout devant une baie vitrée immense, avec vue sur toute la ville. Mais il n'était pas en costume de luxe. Il portait une simple chemise blanche, ouverte au col, et avait l'air moins distant, plus humain. Il lui demanda comment allait sa journée, si elle avait bien dormi, puis la remercia à nouveau pour ce qu'elle avait fait pour Léa. Julie, encore intimidée, répondit avec simplicité. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi il l'avait fait venir ici. C'est alors que Victor lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite et un contrat. La lettre expliquait qu'il souhaitait qu'elle devienne responsable du nouveau projet qu'il lançait officiellement ce jour-là. Un centre pilote d'accueil pour enfants comme Léa, un lieu où l'humain passerait avant le médical, où les gestes tendres auraient autant d'importance que les diagnostics. Julie, sous le choc, tenta de refuser. Elle n'avait aucun diplôme, aucune formation dans ce domaine. Elle n'était qu'une serveuse, pas une éducatrice. Mais Victor l'interrompit doucement. Il lui expliqua que ce centre n'avait pas besoin d'un directeur technique, mais d'un cœur. Quelqu'un qui comprenne ce que c'est que de voir un enfant, pas juste une pathologie. Il lui dit qu'elle aurait une équipe autour d'elle, qu'il ne lui demandait pas d'être parfaite, seulement d'être elle-même.
de transmettre aux autres ce qu'elle lui avait transmis à lui, la valeur de la présence, de l'attention, et de la bonté vraie. Julie sentit ses jambes trembler. Elle regarda encore le document, puis les yeux de Victor. Elle n'avait jamais rêvé d'un tel destin. Elle avait toujours cru que sa vie se limiterait à prendre des commandes et servir des cafés. Elle n'avait jamais imaginé qu'un geste aussi simple que nourrir une enfant changerait le cours de son existence. Elle accepta, la gorge nouée, les yeux brillants. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle sentait que c'était juste. Léa entra dans le bureau à ce moment-là, poussée par une assistante. Elle portait une robe bleue, ses cheveux coiffés avec soin, et dans ses mains, un petit dessin. Elle s'approcha lentement de Julie et lui tendit le papier. C'était un soleil maladroit, dessiné avec des crayons de couleur. Et en bas, avec de l'aide sûrement, un mot simple, merci. Ce fut la fin de quelque chose, et le début de tout le reste. Julie quitta son emploi au restaurant, mais resta en contact avec tous. Elle forma une petite équipe de personnes comme elle, simples, attentives, pleines d'empathie. Le centre ouvrit ses portes 3 mois plus tard, et le jour de l'inauguration, Victor ne prit pas la parole. C'est Julie qui raconta leur histoire. Pas pour impressionner, mais pour inspirer. Elle raconta comment un geste banal, fait sans témoin et sans ambition, avait réveillé un père et transformé une vie. Et pendant qu'elle parlait, Léa, assise à côté d'elle, regardait son père avec un sourire plus clair, plus vivant. Un sourire qu'elle n'avait plus eu depuis la perte de sa mère. Et au fond de la salle, des dizaines de familles écoutaient, espérant que leur enfant aussi rencontre un jour une Julie. Ou mieux encore, qu'ils en deviennent une eux-mêmes.